Des lingots d'or. Une étrange Cadillac. Des cadavres suspects. Des agents secrets. Des nazis masqués. Et des politiciens corrompus. Ça commence comme un rébut. Au début, on ne comprend rien. Il y a ce que l'on croit voir, il y a aussi ce que l'on ne voit pas parce qu'on ne le connaît pas. Faire apparaître les liens inattendus entre des faits isolés ou entre des hommes comme entre des images conduit à des secrets cachés. Il y a par exemple ce pays dont on ne sait rien, sans frontières visibles, une simple vallée dans les Alpes près du lac de Constance entre la Suisse et l'Autriche, le Liechtenstein. Il y a là, au Liechtenstein, ce jardin sur les collines et cette villa qu'on appelle Octogone, apparemment si paisible, luxueuse et pourtant habitée de fantômes et de rumeurs criminelles. Quel lien y a-t-il entre cette villa et l'or volé des nazis pendant la guerre il y a 65 ans? En ouvrant des archives américaines, allemandes et suisses récemment déclassifiées, en explorant les documents qui y étaient cachés, Fabrizio Calvi et Frank Garbeli ont remonté les fils d'une histoire qui se développe sur plusieurs décennies et qui nous ramène en fait 60 ans en arrière. Nous sommes en 1944. C'est la guerre dans Strasbourg occupée. À l'est, les soviétiques s'approchent de Berlin. Rome et Paris viennent d'être libérés. C'est l'été. Alors que le soir tombe, les voitures stationnées devant l'hôtel Maison Rouge sont plus nombreuses que d'habitude. Dans le lobby, pourtant, peu de monde, quelques clients, surtout des officiers. Tard dans la soirée, les lumières du salon privé au dernier étage restent allumées, les portes sont fermées, l'entrée interdite et gardée par un sous-officier. Il y a là, on le sait, un général important de l'organisation Todt, des représentants des ministères de la Marine et de l'Armement, et ceux des principaux groupes industriels allemands, Krupp, Büssing, Rheinmetall, Messerschmitt notamment. Ils sont 10, on a la liste. L'ambiance est tendue. Les Allemands savent que la défaite n'est plus qu'une question de mois, il faut s'y préparer. C'est le but de la réunion, mettre à l'abri la puissance financière de l'Allemagne. Or, parmi les participants, l'un d'eux est un agent double travaillant pour les services français depuis plusieurs années. Ces notes prises au cours de la réunion seront communiquées aux services américains. Elle raconte en détail ce qui s'est dit ce jour-là dans le salon discret de l'hôtel Maison Rouge à Strasbourg. La guerre est perdue, donc ça c'est une citation de l'agent qui était présent. La guerre est perdue, mais elle continuera jusqu'à ce que l'Allemagne puisse obtenir la garantie de son unité. Les industriels doivent se préparer à financer le parti qui se transformera en organisation clandestine. Dès maintenant, le gouvernement est décidé à verser aux industriels des sommes considérables qui seront placées par leurs soins à l'étranger et joints aux capitaux déjà exportés, ils constitueront une réserve à la disposition du parti pour qu'après la débâcle puisse renaître un Reich puissant. Et le rédacteur de ce rapport précise, qui est un collaborateur des services américains, précise, comme nous le savons, ces directives furent exécutées. Et en effet, après cette réunion, une grosse partie du trésor de guerre pillé par les nazis sera cachée à l'étranger, en lingots et en devises, comme en obligations et en actions de centaines de sociétés. Presque rien sera jamais retrouvé. Un an plus tard, il ne reste que des ruines de l'Allemagne nazie. Les criminels sont morts ou en fuite. La puissance, l'argent, tout a disparu.
Ne reste au cœur des ténèbres que la preuve horrible du crime partagé. Allemagne, année 0. Fin du Reich. Fin du nazisme. Vertige du vide pour les âmes ruinées. On arrête et on juge les criminels de guerre. Pour l'exemple. Mais les soviétiques sont là, à Berlin et dans une moitié de l'Allemagne, prêts à tout envahir. Il faut se dépêcher, s'organiser, faire de l'Allemagne un rempart contre les Rouges. Oublier de quels crimes sont coupables les nazis, puisqu'ils peuvent aider à sauver ce qui reste de l'Europe libre. C'est simple. Il suffit tout simplement de déplacer la lumière pour que l'ombre, elle aussi, se déplace. Il y avait dans l'administration américaine, juste après la fin de la guerre, deux camps. L'un qui ne voulait en aucun cas employer ces criminels de guerre, et un autre, dans les services secrets, qui disait qu'avec la guerre froide qui se profilait, on avait besoin de ces experts pour être informés sur l'Union soviétique. Finalement, les Américains se sont servis dans les dépouilles des nazis, autant qu'ils pouvaient, dans tous les domaines en fait. Les nazis se sont réfugiés à l'ouest, pas à l'est, ce qui fait que les Américains avaient les meilleures cartes en main. Les nazis, ceux qui avaient quelque chose à vendre, voulaient travailler pour les Américains, pas pour les Russes. Après le chaos, ce n'est pas encore la vie, c'est seulement la survie. On ne peut pas toujours vivre dans les caves. Dans le désordre et les ruines, tout le monde cherche quelque chose ou quelqu'un. Côté soviétique et côté américain, il faut se fondre dans le décor, s'effacer, devenir un fantôme, éviter de se faire repérer, éviter surtout les trop nombreux contrôles. Parmi les criminels de guerre activement recherchés, Reinhard Gehlen, général et principal adjoint du chef des services d'espionnage allemand. Il a organisé d'importants réseaux en Europe centrale et de l'Est, jusqu'en Union soviétique. Un homme précieux. En fait, il s'est déjà préparé à l'issue fatale. 2 mois avant la défaite, Gehlen a donné l'ordre à ses agents de microfilmer tous les documents secrets en leur possession sur l'Union soviétique. C'est le prix de la liberté pour lui et ses hommes. Gehlen avait tout prévu. Il savait exactement quoi faire. Il voulait mettre sur pied une nouvelle alliance. Et donc, il a enterré tous les papiers dans des boîtes en métal. Et puis, il est parti se réfugier dans les Alpes autrichiennes, avec quelques copains à lui. Et il a attendu la fin de la guerre. Il n'avait plus qu'à attendre l'arrivée des Américains pour pouvoir leur vendre leurs secrets dans leurs boîtes en métal. Gehlen n'était sûrement pas un nazi convaincu. C'était un opportuniste qui avait fait carrière grâce aux nazis. Il a vu venir très vite la guerre froide et dès le printemps 1945, il s'est tourné vers les Américains. Avec tout ce qu'il avait ramassé, il a été alors retourné par la CIA et jusqu'en 1956, il a espionné pour le compte des Américains, principalement contre l'Allemagne de l'Est. On le sait, l'habit fait l'homme. Chapeau mou et lunettes noires. Qui peut reconnaître l'ancien général nazi devenu maître espion au service de l'armée d'occupation? Il y a des gens bien qui font des choses mauvaises, et il y a des coupables qui peuvent être utiles. C'était son cas, voilà tout. À vous de juger. Rassemblant ses anciens agents dans une nouvelle organisation, Gehlen va aider les Américains à débusquer les communistes. C'est dans les Alpes, entre Autriche et Bavière, qu'il se cachait.
Et c'est là que passent les filières d'évasion nazie. C'est là aussi que les Américains retrouvent, abandonnés par les fuyards aux abois, une partie du butin volé dans les musées et les collections de toute l'Europe. Et surprise des surprises, à 2 pas de la frontière suisse, au fond d'une usine, une partie de l'or du Reich, des milliards en billets et en lingots, prêts à disparaître en Suisse ou au Liechtenstein. On a toujours soupçonné les services de renseignement nazis, non sans raison, d'avoir planqué leurs devises en Suisse, d'avoir constitué des caches d'or. On sait aujourd'hui que celles-ci ont été vidées, en collaboration entre la CIA et l'organisation Gehlen, principalement au profit des Américains. On sait aussi qu'il y a des devises qui ont été détournées, qu'il y a beaucoup de gens, comme Schellenberg, qui ont tenté de mettre la main dessus. Mais à l'évidence, une grande partie de cet argent a atterri dans des réseaux nazis comme Odessa, et donc principalement en Espagne. Bonne ou mauvaise, toute chose change selon ce qu'on en attend. Alors, amis ou ennemis? Entre Américains et Soviétiques, c'est la chasse à tous ceux qui peuvent servir. Tous ceux qui cachent ou savent quelque chose. Agents, officiers, ingénieurs, industriels, financiers, savants, chercheurs, qu'importe leur passé. Ce qu'ils savent est précieux. Parmi eux, il y a Monsieur R. Un début de calvitie, le front large, l'air d'un homme d'affaires sérieux et sûr de lui, d'un premier abord affable. Mais tout le secret est dans le visage, regardez bien ses yeux. Le regard est dur et la bouche mauvaise. Monsieur R porte un nom, Rudolf Rouchevet, agent des services nazis, trafiquant et marchand d'armes. Il a été signalé au service de renseignement suisse qui le piste depuis le début de la guerre. Rudolf Rouchevet était un Allemand originaire d'Erfurt. À l'origine, c'était un homme d'affaires, un industriel. Puis il est passé au commerce des armes. Il fournissait à la Wehrmacht des armes et des munitions provenant de l'usine de machines-outils Oerlikon-Bürle. Bürle, c'est un fabricant suisse, c'était un des plus grands fabricants d'armes à l'époque, qui travaillait beaucoup avec le Reich. Et ce qui est spécialement intéressant, c'est que toutes les armes que Bürle livrait au Reich passaient par la main de Rouchevet. C'est lui qui jouait le rôle de l'intermédiaire et il touchait beaucoup d'argent par Bürle. Depuis 1920, et malgré le traité de paix, qui après la Première Guerre mondiale interdisait à l'Allemagne de se réarmer, les usines d'armement suisses ont activement contribué à son réarmement occulte. La plus importante est Bürle. Rudolf Rouchevet sait de quelles armes les Allemands ont besoin et oriente efficacement les commandes. Cartouche ou rouge à lèvres? Où est la différence? Sinon le prix. Ah, car pour le prix, Rouchevet sait bien qu'il vaut mieux vendre des balles que du rouge baiser. Pendant les 4 ans de guerre de 1940 à 1944, Bürle livrera aux nazis armes et munitions pour un montant de 400 millions de francs suisses. Au début, les Allemands n'avaient pas forcément nécessité des produits que voulait leur vendre Rouchevet. Et Rouchevet va se montrer très convaincant, passant par-dessus différents obstacles en Allemagne, pour réussir à vendre ce que Bürle voulait vendre. Donc je dirais Bürle est extrêmement redevable à Rouchevet, d'autant plus que cette vente à l'Allemagne en 1940 s'accordait avec les objectifs de la politique étrangère suisse, la Confédération, qui voulait rééquilibrer un petit peu les ventes du côté de l'Axe, parce que jusque-là, on avait surtout vendu du matériel de guerre aux Alliés.
selon ces documents-là, en 3 ou 4 ans, il a touché 10 millions de francs suisses comme commission, comme intermédiaire. Ça veut dire à peu près 1 milliard. Et cet argent, il a placé en Suisse et plus tard à Liechtenstein. Pendant la guerre, ses nombreux trafics le conduisaient sans cesse de Paris à Bruxelles et Amsterdam, où il a des bureaux, en Suisse et au Liechtenstein. Malade, il se déplace dans une confortable Cadillac, toujours accompagné d'une infirmière. Ils disent quoi, là? Mais justement, ils disent qu'en décembre 40, Rouchevet est arrivé en Suisse en compagnie de M. Hans Steppen, qui était le responsable pour gérer les finances, pour soutenir et financer les agents allemands à l'étranger. De l'Abwehr. De la contre-espionnage. Et il précise en plus que ces deux hommes se sont occupés au voyage précis d'un dépôt à une banque à Berne, où il y avait 1 million de francs suisses en lingots d'or. Et c'était de l'argent apparemment pour des agents à l'étranger. 1 million de francs suisses de l'époque, hein, c'est-à-dire c'est quoi, c'est 10 millions aujourd'hui à peu près? À peu près. Depuis l'Autriche, il suffit de prendre la route du lac de Constance vers la Suisse. Après un petit col, la route vers le Liechtenstein est étroite et tortueuse. La frontière, une simple barrière, n'est pas loin. Rouchevaille a fait beaucoup d'allers-retours entre l'Allemagne et la Suisse. Une fois, il s'est fait choper en passant en contrebande de grandes quantités de vêtements de Suisse en Allemagne. Il avait d'ailleurs une voiture spéciale, une Cadillac avec une radio intégrée, ce qui laisse supposer qu'il s'en servait aussi à des fins d'espionnage. Le 6 janvier 1944, il se présente à la frontière à Schanwald avec ce document-là. Et ça prouve qu'il voyageait comme diplomate de Liechtenstein et il avait un titre que le gouvernement de Liechtenstein lui avait accordé. Il était Handelskanzler, ça veut dire à peu près consul, et c'est précisé, il avait un passeport diplomatique numéro 154. Il venait de Berlin, il se rendait à Schaan, où il habitait. Rudolf Rouchevet est devenu citoyen du Liechtenstein, placé sous la protection d'un passeport diplomatique au titre de chancelier commercial. Cette photo, la seule qui reste de lui, est aujourd'hui dans le dossier établi pour son passeport, retrouvé dans un carton des Archives nationales à Vaduz. La route, il en connaît chaque virage, chaque trou. La route est mauvaise. Il faut conduire lentement. La villa construite en 1943 est un peu à l'écart, sur les hauteurs, au bord de la forêt. Les rumeurs disaient qu'elle était gardée par des SS, mitrailleuses et miradors, dont il ne reste aucune trace. Mystérieuse, en tout cas. Un lieu paisible où rien ne rappelait le chaos de la guerre. Les rumeurs parlaient aussi des lingots d'or cachés dans les caves. On a aussi trouvé là une dizaine d'uniformes de différentes armées et quelques 6 passeports au nom de Rouchevaille. Les uniformes étaient taillés à ses mensurations. Il est donc tout à fait imaginable qu'il ait aussi fait de l'espionnage. D'ailleurs, d'autres sources confirment qu'on l'a suspecté d'avoir été un espion. On a vraiment un personnage qui se faufile comme ça dans les événements, avec un argument de poids, qui est son assise économique, son assise financière, ses moyens, et puis ses contacts et le fait qu'il sait intéresser les bonnes personnes au bon moment. Il joue également par du chantage. Quand il arrive quand il est au Liechtenstein, il va notamment tenter d'amadouer les Américains en leur disant « j'ai des secrets à vous donner sur la Suisse et sur les contacts que j'ai pu avoir avec la Suisse pendant la guerre ». Quel secret reste ici caché? Et pourquoi ce surnom de villa octogone dont elle n'a en rien la forme? Quel rapport entre cette villa, Adenauer et Pierre Laval, chef du gouvernement français à Vichy, pendant la guerre? On dit le président Laval.
Avocat, riche propriétaire, ancien socialiste, il a fait fortune dans la presse, l'imprimerie, la radio et l'industrie chimique avant de se mettre au service du maréchal Pétain pour faire le bonheur des Français malgré eux. Anti-bolchevique convaincu, il veut collaborer à la victoire de l'Allemagne. Il a les pleins pouvoirs, signe seul lois et décrets, crée une milice pour l'arrestation des Juifs et oblige tous les jeunes entre 17 et 20 ans au travail forcé en Allemagne. Ce qui ne l'empêche pas de continuer à s'enrichir par les affaires engagées dès avant la guerre avec les industriels nazis. Le comte de Chambrun, son gendre, est chargé de placer l'argent. Jeu trouble de la voracité des intérêts sans scrupules. Pétain manipulé par Laval, lui-même manipulé, ou tout au moins surveillé, par l'agent aventurier trafiquant et marchand d'armes Rouchevet. À la fin de la guerre, les Américains soupçonnent Laval d'avoir été en relation étroite d'affaires avec Rouchevet et avec le comte de Chambrun, donc d'avoir été assez proche pendant l'occupation et d'avoir ensuite, il semblerait, d'après les Américains, que Rouchevet aurait reçu de Laval 1 million de francs suisses or et qu'il les aurait donc conservés au Liechtenstein. Et c'est ce que Laval lui-même a déclaré quand il a tenté de passer au Liechtenstein. Il a affirmé ça aux autorités liechtensteinoises. Ce document précise que l'admiral Canaris du contre-espionnage avait mandaté Rouchevet de corrompre Laval. Et ce qui est intéressant, même c'était déjà avant la guerre. Donc il était en contact, il connaissait Laval depuis ce temps déjà. Après, on a constaté que Rouchevet gérait en partie de l'argent et de la fortune de Laval. Les Suisses disent qu'au moins une partie de cette fortune, Rouchevet aurait amené en Suisse ou en Liechtenstein. Surprenant. Rouchevet, receleur de Pierre Laval. Et pourtant la preuve existe. Une photo prise en avril 1945 à la frontière de Liechtenstein. Pierre Laval en fuite depuis 9 mois et réfugié avec Pétain et tout le gouvernement à 100 km de là. Que venait-il faire là, au Liechtenstein? Laval s'est rendu à la frontière de Liechtenstein en venant de Feldkirch. Et là, il a demandé d'être accepté au Liechtenstein. Et l'argument, c'était qu'il est attendu chez Rouchevet. Et ce qui est spécialement intéressant dans ces documents, c'est qu'au même moment où Laval arrive à la frontière, que Rouchevet, à ce moment-là, a fait retirer l'or qu'il avait à la banque de Liechtenstein. Il l'a fait transporter dans sa propriété à Schaan. Pierre Laval ne récupérera jamais ses lingots. Arrêté peu après à Barcelone. Ramené en France pour y être jugé. Condamné à mort pour haute trahison. Et fusillé 6 mois plus tard dans la cour de la prison de Fresnes. Les fantômes reviendront longtemps, mais il faut continuer à vivre. Cela fait déjà plus d'1 an que les Soviétiques occupent une moitié de l'Allemagne et contraignent les troupes américaines à rester pour protéger l'Europe libre. Il est temps de faire entrer les boys au pays. Alors en Amérique, certains pensent, sans oser le dire ouvertement, qu'il faut vite réarmer l'Allemagne pour faire face aux 180 divisions communistes. Rudolf Rouchevet, toujours à l'affût, va se rendre utile. À partir du mois d'août 1946, les Américains vont développer une sorte de projet visant à créer en Allemagne, avec l'aide de Rouchevet, à réunir des scientifiques, des ingénieurs, des techniciens dans le domaine de l'armement et dans le domaine de la fabrication de nouvelles armes. On peut déceler dans cet acte-là tout de même la volonté des Américains peu ou prou, de s'orienter sur la voie du réarmement clandestin, en tout cas de l'Allemagne. En tout cas, c'est une hypothèse qui ne leur fait pas peur. Alors l'idée, c'est d'envoyer Rouchevet en Allemagne, voyager à travers les zones d'occupation, en étant accompagné par des officiers et des officiels américains, pour renouer des contacts, glaner des informations et préparer éventuellement la production d'armements, d'armes nouvelles, ces armes nouvelles dont on parlait beaucoup à la fin de la guerre.
Pendant que Rudolf Rouchevet parcourt l'Allemagne et réactive ses réseaux, inexorablement, pays après pays, la vague soviétique avance. Lorsqu'à Berlin, le 23 juin 1948, les soviétiques ferment sans prévenir toutes les voies d'accès et coupent l'eau et l'électricité, on comprend tout de suite où ils veulent en venir. Berlin coupé du monde. C'est peut-être la guerre. Il ne faut pas céder. Pour ravitailler la population prise au piège, les Américains installent en 24 heures un pont aérien. Des avions cargo toutes les 2 minutes, jour et nuit, sans interruption. L'épreuve de force va durer 1 an. Pendant ce temps, Rudolf Rouchevet rejoint ses mystérieux amis américains en Californie. Les archives ne disent pas qui ils sont. De 1948 à 1950, Rouchevet habitait aux États-Unis, selon ses documents, à Santa Barbara, en Californie. Et le rapport des Suisses précise que Rouchevet avait reçu beaucoup de visites à Santa Barbara et les gens, selon ce rapport, sont venus dans des avions spéciaux et Rouchevet lui-même s'est rendu très souvent dans des avions spéciaux à Washington et à New York. À Berlin, les Soviétiques cèdent et lèvent enfin le blocus. Il ne faut pas hésiter. Il faut sans tarder redonner à l'Allemagne les institutions d'un pays libre et démocratique. 10 jours plus tard, la zone ouest devient la République fédérale d'Allemagne et Konrad Adenauer, choisi depuis longtemps par les Américains, est élu chancelier. La constitution du nouvel État allemand lui interdit d'avoir une armée. C'est donc dans les têtes que ça se passe, dans la conscience des électeurs. Il faut y faire barrage aux idéologies de gauche, soutenir la démocratie chrétienne, le parti du chancelier Adenauer, la CDU. En attendant les armes contre les rouges totalitaires, communistes et socialistes, la liberté passe par les urnes. Wir stehen nicht allein in der Welt. Das Recht steht auf unserer Seite. Und auf unserer Seite stehen die Völker der Welt, die die Freiheit lieben. 3 ans passent, pendant lesquels la question insistante du réarmement allemand continue à diviser l'Europe. Début 1952, Rudolf Rouchevet est de retour dans sa villa de Schaan. Il n'est pas seul. 6 grosses limousines remplissent la cour. Les grilles sont fermées. Dans les cartons des archives suisses, un document révèle aujourd'hui ce qui se passe ce jour-là dans la villa. La création d'une société dont Rudolf Rouchevet est le président, officiellement spécialisé dans la gérance de fortune, les achats d'actions et l'import-export. Nom de la société, Octogone. En fait, une société aux activités réelles bien cachées. On comprend pourquoi. Rouchevet aurait expliqué que cette société avait comme mission d'organiser toutes les relations commerciales, mais pour des armes, avec l'Allemagne après-guerre, donc avec l'Allemagne de l'Adenauer. Ce qui est intéressant, c'est le conseil d'administration. À côté de Rudolf Rouchevet, qui est le président et l'homme important, on trouve Alois Vogt, à l'époque ministre au gouvernement de Liechtenstein, mais il y a aussi un Américain, White, et le directeur de Hispana Suiza, une usine d'armement de Genève. Attends, White, moi je le connais, c'est un homme d'affaires, un aventurier, un affairiste qui est proche de la CIA. Donc est-ce que ça veut dire que Octogone Trust est lié ou contrôlé par la CIA ? Selon les rapports des archives ici, qui sont des rapports de police, des rapports des services suisses, White était interrogé. Et White lui-même a dit qu'il avait travaillé pour les services anglais et américains pendant la guerre, qu'il était très proche de Allen Dulles. Et après la guerre, il continuait de travailler pour les services. Et il a dit qu'il se présentait ici comme homme d'affaires, mais qu'en fait, il était un agent. Et homme d'affaires, c'était juste sa couverture. Rouchevet aurait eu des contacts aussi avec Gehlen. On est toujours face à ce genre de problème, face à une difficulté. C'est qu'il y a vraiment beaucoup d'indices, beaucoup de convergences qui montrent qu'effectivement, là, il y a quelque chose qui se noue.
Et ça va au-delà de Rouchévé, pour toute une série de personnes. Mais bon, il faudrait pouvoir aller plus loin. Plus loin? Avant d'aller au chancelier Adenauer, c'est à Genève que l'histoire nous conduit. C'est là, dans un salon privé de l'Hôtel de la Paix, que 6 mois plus tard, Rudolf Rouchévé signe un premier contrat de 3,7 milliards de francs suisses pour l'achat de canons et de munitions à Hispano-Suiza. Pourtant, à cette date, malgré les attentes, le réarmement de l'Allemagne est toujours interdit par la Constitution. L'armée allemande ne sera créée que 2 ans plus tard. Contrat ultra secret donc et signature bien arrosée dont les archives suisses gardent les factures au nom de M. Rouchévé. Krug. 10 bouteilles de champagne Krug 45. Oui. Quelques mois plus tard, Franz Josef Strauß, ministre fédéral chargé d'attributions spéciales, vient signer avec Octogone et Hispano-Suiza un contrat de 2 milliards de Deutschmark pour la commande de 10 600 chars d'un type nouveau, dont il n'existe encore qu'une maquette en bois. Dès la signature, Strauß verse une avance de 193 millions, ainsi qu'une commission de 12 millions sur un compte bloqué de la banque Salomon Oppenheim. Les ventes d'armes s'écommodent. Argent public, montants énormes et secret défense. Ni vu ni connu, aucun contrôle. Nous y reviendrons. Parallèlement, Octogone organise des transferts de fonds de Suisse en Allemagne, portant sur plusieurs milliards. Le procureur suisse découvrira plus tard qu'il s'agit de fonds cachés par les services secrets nazis, 8 ans plus tôt, après la fameuse réunion de l'hôtel Maison Rouge. Assez rapidement, l'affaire vient aux oreilles du directeur d'un palace de Lucerne. Lui-même, honorable correspondant des services secrets suisses. Il organise des fuites dans la presse. L'ambassadeur allemand à Berne s'inquiète et cherche à prévenir son gouvernement. En vain. Plus encore, la justice suisse enregistre les révélations faites par Werner Plappert, un important politicien allemand, l'un des leaders de la CDU, mis au courant par des fuites. Plappert cherche ensuite, lui aussi en vain, à alerter le chancelier Adenauer. Tout d'abord, il va à Bonn, après il va à l'ambassade de l'Allemagne à Berne, puis il s'adresse au ministère concernant, puis il s'adresse même à Adenauer lui-même, et finalement, il donne aussi des documents à Gehlen, le chef des services secrets en Allemagne. Reinhard Gehlen, vous vous souvenez, l'ancien nazi placé par les Américains à la tête des services de contre-espionnage allemands. Gehlen donc enregistre le dossier remis par Plappert et le classe sans suite, parce qu'en fait, c'est son rôle. Le BND, les services secrets, est placé directement sous l'autorité du chancelier. Il est le principal bras armé et le plus secret de sa politique. Et quand le chancelier Adenauer a recours à des pratiques illégales pour financer des partis politiques, ces pratiques sont couvertes à l'échelon intermédiaire par les services secrets. Oui, Octogone apparemment est très lié avec le Bundesnachrichtendienst, le service secret allemand, mais sous tutelle, sous contrôle américain de Reinhard Gehlen. Si on regarde l'histoire de l'organisation Gehlen et les services secrets ouest-allemands, il y a une continuité permanente dans leur coopération avec les marchands d'armes, en particulier pour les ventes d'armes illégales, et spécialement vers les régions en crise et les États en guerre, ce qui est en contradiction flagrante avec l'interdiction formulée par la Constitution. Autant dire qu'en remettant à Gehlen le dossier Octogone, Plappert allait tout droit dans la gueule du loup. Il n'avait aucune chance. Ce qu'ils ont découvert, ce qu'ils ont dénoncé, c'est qu'il était sûr qu'il y a un système de corruption. Même qu'on a des choses très très précises, il y a notamment l'ambassadeur d'Allemagne à Berne dit « J'ai eu en main une liste de 15 personnes, de 15 ministres et responsables politiques autour de Adenauer qui ont touché de l'argent. » La base du système est assez simple. On commande des armes, notamment des blindés, qui en fait ne seront jamais livrés. Et cet argent retourne
en Allemagne, dans une banque, la banque Oppenheim de Pferdmenges. Et ce Pferdmenges qui gère cet argent à la banque est en même temps un des dirigeants de la SV, de la Staatsbürgerliche Vereinigung, qui s'occupe de financer et d'organiser les campagnes politiques. C'est en effet Pferdmenges, banquier adroit et parfaitement informé des fonds cachés en Suisse et au Liechtenstein après la guerre, et lui aussi spécialisé dans l'organisation de réseaux financiers, qui développe le système occulte mis en place par Rouchevet. Pferdmenges et Adenauer étaient très amis depuis les années 20. Pferdmenges passait pour être le seul à pouvoir tutoyer Adenauer. Ils ont créé ensemble le Rotary Club de Cologne en 1928 et sont restés en contact étroit durant toute la période nazie. Ils avaient songé à faire rentrer les nazis au gouvernement. Il ne faut pas oublier qu'Adenauer était le principal représentant du Zentrum, un parti catholique. Et Adenauer a aussi essayé, dès avant 1933, de faire entrer les nazis au gouvernement. Si vous parlez de l'époque de Konrad Adenauer, lequel a sans doute été le plus important chancelier de la République fédérale, vous tombez toujours sur Pferdmenges. Robert Pferdmenges était un banquier de Cologne en qui il avait toute confiance, qui organisait pour lui toutes les choses importantes d'ordre financier, toutes les grosses affaires. Pferdmenges a aussi été, en 1954, l'un des fondateurs de l'Union civique. C'était la personnalité dominante de la banque Oppenheim. Cette banque s'est d'ailleurs appelée, entre 1948 et 1953, Banque Pferdmenges. Cette banque, qui est l'une des rares banques privées juives à avoir survécu, avait joué un rôle de premier plan sous les nazis pour la conduite de la guerre. Elle a participé au financement des grands programmes d'armement de Krupp et des usines Hermann Göring. Elle a pris une part active aux arianisations, en particulier au Luxembourg et en Pologne. Elle a aussi joué un rôle important pour les contacts financiers internationaux du Reich pendant la guerre. Le processus de lavage d'argent était tout simple. Une entreprise donne de l'argent, l'argent est alors transféré par des voies détournées en Suisse ou à Vaduz. Là, il est officiellement dépensé dans un but d'intérêt général factice. 10% sont soustraits au passage et le reste est récupéré par les trésoriers des partis conservateurs. Ça, c'était le système pour battre les socialistes. C'était l'arme la plus importante d'Adenauer. Une arme financière. C'était top secret et illégal. Et les protagonistes le savaient. C'est bien pour ça qu'ils allaient au Liechtenstein. Toujours est-il que le système de financement illégal des partis s'est fondé sur des structures qui avaient déjà été conçues du temps des nazis, avec la même combinaison classique de comptes numérotés en Suisse et de fondations au Liechtenstein. Tous ces visiotests, Interdroit, ASP, et autres fondations et organismes de collecte de dons avaient été créés par le FDP, le Parti libéral. Et ils avaient toujours cette structure, avec correspondants au Liechtenstein, fondations, références bancaires et comptes numérotés en Suisse. C'était une construction très répandue dans l'après-guerre. Un vaste système construit par des nazis et en partie alimenté par leurs trésors cachés pour financer les partis politiques nécessaires à la vie démocratique. L'Allemagne divisée est en proie à la corruption pour cause de guerre froide, sous pression constante.
Lorsqu'au matin du 16 juin 1953, dans la zone soviétique de Berlin, des ouvriers du bâtiment se révoltent contre de nouvelles restrictions et qu'aussitôt et spontanément un cortège de milliers de manifestants se forme, appelant la grève générale, la surprise est totale. La révolte gagne l'ensemble de l'Allemagne socialiste et plus de 150 villes. Moscou déclare l'état d'urgence et fait intervenir les chars. Il y aura officiellement 16 morts et des centaines de blessés. À l'ouest, contre le réarmement, ce sont les pacifistes et les partis de gauche qui manifestent. Faut-il des armes pour rester libre? Mich beanspruchen zu können, dass ich, so wie nur irgendeiner hier im Hause, ein Gegner des Krieges bin. Aber, meine Damen und Herren, man muss doch die Welt realistisch sehen. Es ist die Schicksalsfrage Deutschlands. Wir stehen vor der Wahl zwischen Sklaverei und Freiheit. Wir wählen die Freiheit. Plus que jamais, l'urgence est au réarmement. Reinhard Gehlen est confirmé à la tête des services d'espionnage. Qu'importe leur passé, même nazis s'ils sont les meilleurs, il faut serrer les rangs. Paul Diekopf, lui aussi recruté après la guerre parmi les anciens officiers SS, nommé 10 ans plus tard à la tête du service des affaires criminelles et d'Interpol. Un homme d'expérience, un spécialiste qui connaît son sujet. Die Straftaten, die uns am meisten zu schaffen machen, gehören in das Gebiet des Diebstahls. An sich ist es nicht zu erklären, dass bei dem heutigen Wohlstand der Diebstahl ein solches Ausmaß angenommen hat. Leider ist dieses Phänomen in allen hochzivilisierten Staaten zu bedenken und zu bemerken. Es könnte sein, dass an unserer Zivilisation, ganz sicher aber an unserer Erziehung etwas mangelt. Paul Diekopf a d'abord été officier SS sous le Troisième Reich, un grade pas très élevé, grosso modo sous-lieutenant. Comme beaucoup d'autres de cette jeune génération de collaborateurs de l'Office central de sécurité du Reich, il est passé ensuite directement au service secret ouest-allemand, où il a eu une fonction de couverture pour beaucoup d'anciens membres des services de renseignement nazis. Ensuite, Paul Diekopf est devenu président du BKA, l'Office fédéral de police criminelle. Il est responsable en tant que tel d'y avoir fait entrer beaucoup d'anciens nazis, et il a enterré beaucoup de dossiers que voulait faire avancer le gouvernement. Autre dignitaire nazi, Heinz Globke, l'un des auteurs des lois raciales de Nuremberg. Le voici. Courtisan zélé, onctueux et affable. Responsable de la sécurité de la République. Dans les premières années de la RFA, le chancelier Adenauer et ses secrétaires d'État Lenz et Globke se sont beaucoup appuyés sur l'élite nazie dans de nombreux secteurs de la vie publique, y compris dans la justice, mais aussi dans l'armée et les services de renseignement. Car c'est là que s'étaient regroupées dès 1947 les anciennes élites nazies. Elles exerçaient une grande influence politique sur le gouvernement Adenauer, mais aussi sur des partis d'opposition comme le SPD.
Konrad Adenauer n'était pas un nazi, il était anti-nazi, mais il aimait les gens compétents. Et c'était malheureusement le cas d'un certain nombre de nazis. Le plus connu est Globke, l'un des auteurs des lois raciales de Nuremberg. Adenauer n'a pas seulement toléré ces gens-là auprès de lui, mais les a aussi promus à de hautes fonctions. Globke était le bras droit d'Adenauer. Globke était aussi le gestionnaire. Il faut savoir qu'Adenauer avait un coffre-fort dans la chancellerie. Un coffre-fort d'où il retirait de l'argent pour le donner à des gens de son parti qu'il voulait soutenir. Adenauer utilisait l'argent comme une arme, surtout à travers l'Union civique. Il a aussi financé au début le FPD. En 1956, dans le Land de Rhénanie du Nord, quand le FPD a quitté l'alliance avec la CDU pour rejoindre le SPD, Adenauer lui a coupé les vivres, définitivement. Organisé par le banquier Fermenges, protégé par Gehlen, Globke, Dieckhoff, tous professionnels des affaires secrètes, le système Adenauer tourne parfaitement, alimenté par l'argent secret des commissions et des ventes d'armes fictives. Gestes discrets des allégeances, signes de connivence, les réseaux du pouvoir. Heinz Globke, encore, distribue les faveurs. Le voici enfin l'homme qui monte, l'homme à suivre, Helmut Kohl. Pour l'instant, il s'informe. L'Union civique était un organisme établi d'abord à Cologne, et quand les impôts se sont montrés un peu trop curieux, ils sont partis à Koblenz. Là, le gouvernement était CDU, et le ministre-président allait bientôt être Helmut Kohl. Ils ont donc été soutenus toutes ces années, et les impôts n'ont jamais pu mettre le nez dans les affaires de l'Union civique. Celle-ci collectait de l'argent dans l'industrie par millions. Ces millions étaient alors acheminés par des voies diverses en Suisse et au Liechtenstein. Ensuite, ils étaient rapportés après un petit prélèvement. Parfois, c'était le trésorier lui-même qui allait les chercher. Des centaines de milliers de marks passaient la frontière dans le coffre de sa voiture. Après Berlin, c'est Budapest qui se révolte contre le joug soviétique. La répression est rapide, brutale, définitive. La guerre froide est à nouveau brûlante. Ce n'est pas le moment de répandre ces rumeurs de corruption qui vont affaiblir la démocratie chrétienne et faire le lit des partis de gauche. Silence dans les rangs. « 1961. C'est un mur qui, cette fois, inquiète le monde libre. À Berlin, sans avertissement, brutalement, les Soviétiques enferment la partie occidentale de la ville derrière un mur élevé dans la plus grande hâte. La surprise est totale. Et la guerre à nouveau menace. Plus que jamais, Berlin et l'Allemagne sont la clé de l'Europe. Il faut accélérer l'armement de l'Allemagne. Une fois de plus, face au danger totalitaire, élections libres et partis pluralistes. Pour les Américains, c'est la démocratie qui est en jeu, c'est-à-dire, pour résumer, la CDU du chancelier Adenauer. Germany is the key to Europe. If all Germany, its people, their industry, the ground on which they stand, were to fall under Soviet control, all of Europe would sooner or later be dragged into the Soviet bloc. Now, in a free election, the 50 million people of West Germany have reaffirmed their solidarity as a democratic state and as a partner in the North Atlantic Alliance. Chancellor Adenauer, you have just won the largest majority in the history of German democracy, a triumph for your policy and for you personally. But your country is still divided. The Soviet Empire is on your eastern boundary and the Cold War is an everyday matter.
The problems that lie ahead are, if anything, greater than the ones already overcome. We would like now, briefly, to examine how things stand. Le monde libre a besoin d'une Allemagne réarmée. L'Allemagne, elle, a besoin d'armes. Mais les premiers chars du fameux contrat Octogone sont défaillants et tombent en panne. Système de tir défectueux alors qu'on en a tant besoin. Le scandale éclate. Met en cause le chancelier, son ministre de la Défense, plusieurs membres du gouvernement. L'affaire des chars est une affaire d'État. En 1962, le scandale éclate en Allemagne parce qu'une première partie des blindés des chars est livrée, mais ils ne fonctionnent pas. On se rend compte qu'on ne peut même pas les utiliser pour les exercices de l'armée et ils sont obligés de commander ailleurs. Et on commence à se poser des questions, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces chars ne marchent pas? Pourquoi personne n'a contrôlé? Et en ce moment-là, on a déclenché une commission d'enquête parlementaire en Allemagne qui devrait vérifier pourquoi on a commandé des chars qui ne valent pas un clou, qu'on ne peut pas utiliser, que le système de tir ne fonctionne pas, etc. Die Tatsache, dass hier ganz wesentliche Leute von einem Schaden gesprochen haben, die Tatsache, dass dieser Schützenpanzer eben doch eine Alternative hatte, die man eben nicht verfolgt hat, und dass Ihre Gutachter alle interessengebunden gewesen sind, die Sie hier zitiert haben, das geht doch aus den Akten eindeutig hervor und dass deswegen Ihr Wert von Anfang an relativiert gewesen ist, nicht wahr? Sie müssen doch die Aussagen auch werten nach der Interessenlage der Einzelnen und nicht nur nach dem Dienstrang, den Sie im Augenblick auf den Achselstücken tragen. Das war es doch gewesen, dass Sie hier versucht haben, dem deutschen Volk und der Welt weiszumachen, Sie könnten dank deutschem Genie in 3 Jahren 500.000 Mann Armee aus der Erde stampfen. Das ist schon bei Schillers Jungfrau von Orleans daneben gegangen, das ist erst recht hier daneben gegangen. Nicht wahr? Le député Morsch est désigné par le Parlement pour diriger une commission d'enquête. Celui qui avait le premier alerté le gouvernement, Werner Plappert, est aussi le premier interrogé. Très longuement, Sepp Ebelseder, journaliste du Stern, le rencontre plusieurs fois. Je le vois encore devant moi. J'ai dû le rencontrer au moins 10 ou 15 fois, peut-être même 20 fois. On s'est même rencontré à Munich. Il était vraiment très bien informé, mais il était facilement irritable. Il s'énervait très vite. Ses déclarations tenaient la route, c'est vrai. Il n'avait rien à retirer. Il était très impulsif, très énervé quand il parlait. Pour beaucoup de choses, je me demandais s'il disait la vérité ou s'il mentait. Ou alors s'il se trompait, consciemment ou inconsciemment. Et moi, j'étais obligé de tout vérifier. On avait un service de contentieux au Stern. Alors, un rédacteur en chef et le service de contentieux ont regardé tout ça de très près. Et ils me demandaient « Est-ce que tu as des preuves ?» Moi, j'étais là, au service juridique, et ils m'ont débriefé pendant plus de 4 heures. Mais après, c'était calé, et puis j'ai eu accès à des nouveaux documents. Die stand ja schon schlecht da. Und Sie haben die Beweise gehabt, sozusagen, gegen die CDU. Oui, j'avais des preuves, et puis des documents écrits. Und Sie konnten wirklich beweisen, dass die CDU Geld bekommen hat? Oui, tout est là-dedans. C'était inattaquable. Cette histoire, on peut le dire maintenant, ça a vraiment été un des plus grands scandales de l'après-guerre. Les archives du Bundestag détiennent toujours les minutes des auditions effectuées par la commission d'enquête. Celle de Plappert fut la première et la plus longue. En voici un extrait. Question. Monsieur Plappert, depuis quand aviez-vous le soupçon que dans le marché d'armement conclu par le Trust Octogone avec la Hispano-Suiza, il y a eu massivement des corruptions et des versements à la caisse du parti de la CDU? Réponse. Au moins depuis 1953. Des allusions m'avaient été faites en Suisse en relation avec la livraison de 100 pièces d'artillerie par le Trust Octogone au service de protection des frontières allemand. 5% de la somme d'achat, 570 millions de Deutschmark, serait retournée en RFA à des fonctionnaires et à des politiciens de la CDU.
Lorsque j'ai creusé cette rumeur, j'ai d'abord reçu un avertissement m'intimant le conseil de ne surtout pas m'en mêler. Question. Lorsque vos soupçons sont devenus plus concrets, avez-vous informé un service officiel allemand? Réponse. Je me suis adressé à l'ambassadeur d'Allemagne en Suisse, un des fondateurs de la CDU. Il a lu très attentivement mon rapport et l'a transmis au ministère des Affaires étrangères. En tant que dirigeant de la CDU, il a également adressé une lettre personnelle au docteur Adenauer. Question. Savez-vous comment le gouvernement allemand a réagi? Réponse. Le ministère lui a ordonné de ne plus s'occuper de cette affaire. Lorsqu'il est parti plus tard à la retraite, le ministère lui a imposé un devoir de réserve particulier sur les marchés d'armes entre le gouvernement, le Trust Octogone et la Hispano-Suiza. Question. Vous connaissiez les protagonistes de toute cette affaire. Pensez-vous qu'il est possible que ce ne soit pas seulement quelques individus, mais également la CDU en tant que parti gouvernemental qui s'est enrichi dans cette affaire louche? Réponse. Je pense que du côté allemand, le marché des chars n'a été conclu que dans le but de financer illégalement le parti. Ce qui a ensuite été livré était secondaire. Il s'agissait tout d'abord d'utiliser les provisions d'un marché portant sur le plus grand montant possible pour remplir le fonds électoral de la CDU et évidemment aussi les poches de tous les participants. D'où les acomptes exceptionnellement élevés, plus de 200 millions de Deutschmark, faits sur le dos des contribuables. La presse se passionne pour l'affaire, donne des détails. L'entrée discrète de l'hôtel où furent signés les contrats, le visage des principaux protagonistes, Fermenges, Gellen, le marchand d'armes Kramer, patron d'Hispano-Suiza. Mais contre toute attente, pour Plappert, l'affaire se passe mal. Des rumeurs circulent qui mettent en doute son honnêteté. Vite lâché par ses amis politiques, isolé, déprimé, il doit se cacher pour fuir les pressions et les rumeurs dont on le harcèle. Finalement, on retrouve son cadavre ici, sur ce bord du lac de Constance, à mi-chemin du Liechtenstein et de la Suisse. Tout un symbole. Suicide? Meurtre? Qui sait? Fin tragique du principal témoin à charge, et le plus dangereux sans doute. Je le vois encore devant moi. Und man hat damals gesagt, ist umgebracht und vergiftet worden. Oui, on a dit ça, mais je n'ai pas enquêté là-dessus, parce que sinon, j'en aurais jamais fini. Et pour moi, toute cette histoire était terminée. Mais il y a eu des suites. Le Stern voulait encore que je fasse tout un dossier. Il a même été question d'un livre. Mais moi, j'ai dit, j'en peux plus, j'en ai soupé. Je dois faire autre chose. Ou alors, je quitte le Stern, parce que je ne supporte plus cette histoire. Je dois avouer que je ne l'ai compris que plus tard. C'était très dangereux. Schaufelberger me disait toujours « Fais gaffe, ils tombent dans le collimateur ». Bon, ça, tout le monde peut le dire. Mais je m'en rendais bien compte. Même à l'hôtel, je rencontrais tout le temps des gens qui me regardaient en me faisant des grands sourires. Pas des femmes, des hommes. Il m'apostrophait comme ça, d'une table à l'autre, genre « Ah, vous êtes ici en vacances ?» Et puis tout un numéro pour vous embobiner, pour vous appâter et vous emmener avec eux. Strauss était souvent en contact avec mon chef, Henri Nannen, le rédacteur en chef du Stern. Et il y a une époque où chaque fois qu'ils se rencontraient, même par hasard, il lui disait « Comment se porte votre petit détective, votre Sherlock Holmes, le fouille-merde ?» Ça, il le répétait tout le temps. D'habitude, il me tutoyait. Mais là, quand il me rencontrait, il me voyait toujours. « Alors vous, Sepp Ebelseder ?» Et puis il rigolait. Puis à nouveau, il me tutoyait. Tout un jeu avec moi. Ça a duré longtemps. Je recevais aussi des avertissements, même à l'intérieur de la rédaction. Au Spiegel aussi. On m'a averti que quelque chose se tramait contre moi. Vite oubliée, la mort de Plappert ne sera jamais élucidée. Les eaux du lac de Constance gardent leur secret. Ainsi passent les vents mauvais. Au suivant. Le suivant, c'est Otto Lenz,
Ici à gauche avec des lunettes, député de la CDU, ancien ministre et porte-parole du gouvernement. Son nom figurait sur la fameuse liste des 15 ministres corrompus. Convoqué par la commission, il disparaît et meurt brusquement, quelques jours plus tard, dans l'île d'Ischia, près de Naples. Les circonstances de sa mort sont assez étranges pour y attirer un auteur indépendant, Bernd Engelmann, accompagné de sa femme. Comme ce personnage avait toujours été jusque-là en excellente santé et qu'il était censé être décédé en 1 semaine de la malaria, même à ce moment-là, il me semble que ça n'était plus très courant. Donc, ça soulevait beaucoup de questions. Alors nous y sommes allés et nous avons essayé de parler avec le médecin que nous avons fini par trouver. Et puis nous sommes allés à l'hôpital et moi j'ai fait les photos. L'hôpital où cet ancien secrétaire d'État, qui était tout de même quelqu'un de fortuné, on l'avait amené avec un bateau à moteur très lent, alors qu'il était en danger de mort. C'était un hôpital pour les pauvres. C'était terrifiant, misérable. Et c'est quand même bizarre d'emmener un diplomate dans un endroit pareil, parce qu'ils ont dû voir son passeport quand ils l'ont transporté à l'hôpital. Tout ça était très étrange. Et puis, nous nous sommes rendus aussi dans cette petite pension. On aurait bien voulu parler à quelqu'un, mais il ne voulait pas. À Ischia, le couple Engelmann photographie le décor des derniers jours d'Otto Lenz. Le port, la barque qui a transporté le malade, les rues autour de l'hôpital, l'invraisemblable pension où logeait l'ancien ministre, une misérable petite pancarte comme enseigne, Villa Maddalena, une courette et quelques chambres sans confort. Que venait faire ici ce politicien fortuné? Se cacher pour échapper à qui ou à quoi? Qui a mis ce cadavre dans le placard de la CDU? S'il y a eu une autopsie, des examens, je n'en sais rien. Je crois qu'il y a eu des funérailles officielles ou semi-officielles. Mais comment c'est arrivé? Il n'y a jamais eu d'enquête. Je crois que le Parlement l'avait demandé, mais ça ne s'est pas fait. Et à ma connaissance, ça ne s'est pas fait non plus depuis. Non, il n'y a pas eu d'enquête de fait par la République fédérale. C'est ça aussi qui était bizarre. Qu'on laisse mourir comme ça, finir aussi misérablement, un diplomate de haut rang. Qui a mis ce cadavre dans le placard de la CDU? Bernd Engelmann cherche une réponse au Liechtenstein. Mais il n'y a au Liechtenstein que des fleurs, des chalets, des vaches et des Alpes enneigées. Et la villa Octogone. Pourtant, ce n'est pas fini. Peu après la mort suspecte d'Otto Lenz, une femme se manifeste auprès de la commission d'enquête parlementaire et veut être entendue. La secrétaire d'Otto Lenz, connue sous le nom de Maria Claire. La jolie, la belle secrétaire d'Otto Lenz, et même un peu plus. Pour tout dire, sa maîtresse. Ici, à Capri, au début de leur liaison. Plus tard, la complicité amollie des vieux couples. C'est quelqu'un d'assez mystérieux, c'est une personne qui utilise plusieurs identités. Il s'appelle des fois Maria Dattenhofer, elle s'appelle Effie Horn. On ne sait pas trop bien pourquoi elle change souvent d'identité, mais en fait, elle est la maîtresse de Otto Lenz. C'est elle qui l'a accompagné à Naples et à Ischia, et c'est elle qui a vécu la mort et la dernière journée avant la mort de M. Otto Lenz. Elle est après convoquée par la commission d'enquête en Allemagne, mais elle refuse de retourner en Allemagne. Elle dit qu'elle a peur, elle se sent poursuivie, elle prétend qu'on veut aussi la tuer, et justement, elle prétend que Otto Lenz aurait été tué dans le cadre du cas de corruption. Et comme elle ne rentre pas en Allemagne, il y avait un membre de la commission d'enquête qui est sorti d'Allemagne et qui est allé chez Maria Claire, qui vivait à cette époque-là en Autriche, et il a entendu. Les archives du Bundestag conservent toutefois le texte exact de sa déclaration au député Morsch.
Je déclare sur l'honneur, lors de vacances communes en Autriche, le Dr Lenz a eu un grave accident de ski. Il s'est fêlé une vertèbre et il a dû être hospitalisé pendant 7 semaines. Cet accident a été un grand choc pour lui et il m'a dit « On peut si vite être arraché à la vie. Si j'ai maintenant la possibilité de détourner une forte somme pour moi, je le ferai certainement. Cette occasion pourra se présenter en relation avec le réarmement, car il y en aura pour des milliards. J'ai souvent accompagné Otto Lenz lors de ses nombreux voyages. Une fois en Espagne, nous sommes allés dans un château qui appartenait à un banquier. Après les entretiens, Otto Lenz m'a dit « Maintenant, ça marche. Maintenant, je tiens vraiment la grosse affaire. » Et il a fait pour la première fois devant moi allusion à ce dont il s'agissait, à savoir de blindés pour la nouvelle armée allemande. Quelque temps plus tard, en Allemagne, j'ai demandé à M. Lenz où en étaient les blindés. Il m'a répondu que tout allait bien. Je lui ai encore demandé s'il en avait déjà vu un. Il a répondu en riant « Non, je n'en ai pas encore vu un seul, sauf celui qui était en bois. » Quelque temps plus tard, M. Lenz a eu dans son bureau un entretien avec un inconnu. Lorsque M. Lenz est ressorti, il tenait 2 chèques. Il m'a dit « C'est la grosse affaire. Ce chèque-là est pour la CDU et celui-ci est pour moi. » Quelques jours plus tard, il m'a offert une broche avec des brillants et des saphirs, d'une valeur d'environ 10 000 marks. Et il m'a dit qu'il m'achèterait aussi une maison. À cette époque, M. Lenz était à la fois député de la CDU et porte-parole du gouvernement fédéral. Signé Maria Claire. Peu après, Maria Claire meurt, elle aussi, dans des conditions une nouvelle fois mystérieuses. 3 morts, 3 suicides ou 3 meurtres, on ne saura jamais. Des témoins disparus, d'autres menacés, des convocations sans réponse. La commission d'enquête devient elle-même l'objet de scandales et s'achève 4 ans plus tard dans la confusion, sans conclusion et sans véritable résultat. Les projecteurs s'éteignent. Les affaires de l'ombre peuvent reprendre, le système fonctionner à nouveau pour assurer le triomphe tranquille de la CDU. Les belles années de la démocratie. Si la vérité éclatait, la CDU pouvait mettre la clé sous la porte. Ceux qui font un truc pareil, normalement, on les vire. La CDU se serait trouvée face à un énorme scandale. Et aux élections suivantes, alors qu'à l'époque, ils gagnaient toutes les élections, là, ils auraient pu se brosser. De plus en plus de monde savait qui avait touché. Il y a d'abord celui qui a pris l'argent. Lui, il sait lequel de ses copains a aussi palpé au niveau du gouvernement ou chez les militaires. Et ainsi de suite. Il ne faut pas oublier que c'était l'époque de la reconstruction. Vous ne pouvez pas savoir la quantité de pognon qui arrivait d'Amérique pour équiper l'armée et fournir tout le matériel nécessaire. Ce système de financement illégal des partis a existé depuis les années 50 jusque vers 79, 80 et à plus petite échelle encore en 81. Et là, la justice a tout déballé. On a eu en Allemagne environ 1800 procédures. Toute l'élite de l'industrie allemande a été inquiétée. Et ensuite, l'argent qui restait a été réparti, je ne sais pas comment. Tout semblait terminé. Helmut Kohl a mis fin à ce système. Ensuite, avec ses financiers, il a remis en place un autre système qui conduit à nouveau au Liechtenstein et en Suisse. Si par hasard vous passiez, sait-on jamais, par le Liechtenstein, vous pourrez toujours visiter la villa Octogone, aujourd'hui propriété publique, entretenue et soignée pour des réunions et séminaires. Et si vous avez encore le temps, si la promenade vous conduit jusqu'au cimetière, sachez qu'à gauche de l'entrée, le long du mur, la tombe est là, toujours bien entretenue et fleurie par des mains fidèles et reconnaissantes. Qui paie pour la mémoire de Rouchevet ?